Hello tout le monde, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera le vlog d'Halloween. Comment vous dire que c'est le vlog que je préfère faire chaque année, quand j'en ai l'occasion en tout cas. Je me fais à chaque fois une petite pile à lire de saison, je me prévois des activités en rapport avec la fête. Enfin bref, j'ai hâte de vous prendre avec moi pendant cette petite semaine puisque là nous sommes le 22 octobre. Je vais vous prendre à peu près jusqu'au 30 octobre parce que le jour d'Halloween, en toute honnêteté, je vais faire une journée cosy avec le même type d'activité que vous verrez dans ce vlog. Ce sera une journée cosy en amoureux et j'ai pas envie de sortir la caméra ce jour-là parce que on sera en amoureux justement. Mais bon, je ferai à peu près les mêmes activités que lors de ce vlog, c'est-à-dire de la lecture, de la pâtisserie, des films, des puzzles, enfin voilà. Je pense que ce petit vlog va mélanger un petit peu tout ce qu'on aime en automne. Je vais essayer aussi de faire une petite promenade en forêt. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Donc je vous embarque avec moi pour ces lectures, pour ces activités. Je suis en train de commencer une lecture thématique. La première lecture que j'ai décidé de commencer, il s'agit du Seuil de Tom Clearlake, publié aux éditions Moonlight, qui convient parfaitement pour l'ambiance de saison puisqu'on est ici sur un bon thriller. On est avec un capitaine de police qui travaille à la crime à Lyon et il va découvrir au début de ce récit un cadavre, mais on sait qu'il y aura quelque chose lié à sa fille puisqu'il reçoit un appel de son ex-femme qui lui dit « Tiens, notre fille n'est pas rentrée, est-ce que tu as des nouvelles ?» Et lui, il n'en a pas, il commence à s'inquiéter un petit peu et on voit dans le résumé que Léa a disparu et qu'il va devoir, pour la retrouver, franchir le seuil et découvrir que l'enfer existe. Moi, j'ai hâte d'aller en enfer avec Tom Clearlake. Donc voilà, je vais me lancer dans cette lecture. J'ai également aujourd'hui envie de me lancer dans une lecture un petit peu plus douce. Je crois que je vais également commencer un autre livre qui n'a rien à voir. Je vous le montrerai quand j'aurai commencé parce que si je ne commence pas, ça n'a aucun sens que je vous dise tout ça. Donc voilà, je pense que je vais lire 2 livres en parallèle et peut-être 1 ou 2 graphiques. Écoutez, je vais vous laisser là, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vais me lancer dans ma lecture et je vais aussi me lancer dans la confection d'une tarte à la citrouille. Et je vais aussi placer les dernières pièces de mon puzzle en cours, qui est le puzzle d'une de mes illustratrices préférées, à savoir Marigona Sully. A tout de suite! Je vous retrouve, nous sommes le dimanche 27 octobre et donc je viens vous parler de mes lectures puisque j'ai terminé un roman et je suis dans une lecture en cours, donc je viens tout de suite vous en parler. Alors premièrement, j'ai lu un livre que je viens de terminer ce matin et je suis très heureuse parce que c'était vraiment une lecture très réconfortante dont j'avais fort besoin. Donc c'est un livre que j'ai acheté en octobre, il est sorti en septembre, octobre, quelque chose comme ça, et je me suis dit quand je l'ai acheté, je me suis dit celui-là je vais pas attendre l'année prochaine pour le lire, je l'achète pour le lire tout de suite. En plus c'est un livre assez cher et je m'étais dit franchement si je l'achète maintenant je le lis genre dans les 2 semaines. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai lu donc Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake aux éditions Nemos. C'est un livre dans lequel on va rencontrer le personnage de Lark qui est une jeune adolescente qui s'inscrit au début du récit dans un programme scolaire très particulier puisqu'elle va étudier dans un manoir dans lequel il n'y a que 4 étudiantes, donc
4 jeunes adolescentes qui vont étudier la littérature. Donc elles vont devoir vivre toutes les 4 dans ce manoir tout au long de l'année et suivre des cours assez intensifs autour de la littérature. Donc elles vont suivre des cours en ligne, elles ont beaucoup de travaux, elles ont des profs qui viennent les voir, qui viennent leur donner des cours vraiment juste pour elles 4. Elles ont notamment une adulte qui vient leur donner de la nourriture pour qu'elles mangent convenablement. Donc c'est un programme assez particulier hein, puisque c'est 4 adolescentes qui vivent ensemble dans une maison avec la supervision d'adultes, mais c'est vrai que les adultes, on ne les voit pas énormément dans le récit. Dans cette histoire, on découvre donc ce personnage de Lark qui s'est inscrit dans ce programme. Elle arrive dans le manoir où il y a déjà les 3 autres jeunes filles qui sont là. Elle fait la connaissance petit à petit de ses colocataires et petit à petit, elle va s'attacher à elle, va très vite avoir un bon feeling avec le personnage notamment de Violette. On sait que Lark, c'est un personnage très angoissé qui souffre notamment de TOC et donc on va voir aussi ses angoisses évoluer au fur et à mesure du récit. On va voir comment ces angoisses évoluent au fur et à mesure du récit. Donc dans la première partie, on s'attache beaucoup à l'ambiance et à décrire le décor, à décrire les relations qui naissent entre les personnages, à parler des cours, de littérature. Et un jour, Violette va décider de faire une séance de spiritisme. Donc elle va prendre une planche Ouija pour invoquer une entité. Sauf que cette séance va assez mal se passer puisqu'à partir de ce moment-là, vont se manifester des phénomènes surnaturels. Et donc on va voir petit à petit des choses, au début très très soft, et de plus en plus, on sent la présence d'une entité plutôt malfaisante. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a éventuellement 2 entités, une entité plus bienveillante et l'autre plus malfaisante. On va voir comment les jeunes filles réagissent face à cette situation, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 2 qui y croient plus facilement, mais il y en a une qui est par exemple très sceptique, c'est moi, qui ne croit absolument pas aux entités et donc qui pense toujours qu'il y a une explication scientifique. Donc effectivement, il y a de plus en plus d'événements, il y a un mystère qui plane autour de ces entités, il y aura voilà, une petite enquête qui va arriver dans le récit hein, pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans ce manoir, vraiment. Donc on a une atmosphère qui s'assombrit petit à petit dans le récit au fur et à mesure que la peur augmente avec ces phénomènes surnaturels. Je vous parle de peur, mais si je dois le classer sur une échelle de 1 à 10 de l'horreur, comme la vidéo que je vous ai présentée dernièrement, je le classerais plutôt en 2. Peut-être pas en 1, puisque j'avais mis, il me semble, les larmes de l'araignée dans la vidéo en 1, et ici ça fait un petit peu plus peur que les larmes de l'araignée, mais vraiment je trouve ça très très soft. Alors oui, il y a des moments qui font peur, il y a notamment les héroïnes qui font beaucoup de cauchemars, les jeunes filles qui font beaucoup de cauchemars, mais je trouve que cette peur, tout ce stress est très 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 fortement apaisé par l'ambiance extrêmement chaleureuse qui se dégage de ce récit, et ce dès les premières pages en fait. Puisque on voit que les autrices ont mis énormément d'importance à créer une ambiance extrêmement chaleureuse, extrêmement automnale, extrêmement réconfortante et bienveillante. Le manoir, tout de suite d'ailleurs, Lark, quand elle arrive, elle est accueillie par Violette qui a un grand sourire, qui est hyper gentille, Willow qui va lui proposer tout de suite une tasse de thé, et on va voir très vite que tous les petits rituels sont très très importants. Tous ces petits rituels, ces petites choses du quotidien qu'on est beaucoup à aimer, moi que j'adore, ces petites choses du quotidien qui nous font du bien, eh bien sont présentes dans le récit. C'est tout ça qui va donner cette atmosphère très englobante, très bienveillante et très accueillante en fait. Vraiment, ce manoir semble tout de suite hyper accueillant parce que les autrices passent du temps à montrer ces petits rituels du quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à ces petites choses justement du quotidien. Prendre le temps pour soi, prendre le temps de lire sous une bonne lumière, d'avoir un thé chaud, prendre le temps de m'occuper des plantes, de faire des loisirs créatifs, tout ce genre de choses. Prendre du temps pour soi, le temps de respirer, le temps entre amis aussi, tous ces moments entre amis, toutes ces choses qui te rendent heureux, eh bien, sont présentes dans une grande partie du récit. Et donc, oui, il y aura énormément de moments où les autrices ont parlé de la tasse de thé.
Ah, ça ne va pas, tiens, je vais aller te servir une tasse de thé, on décrit la tasse de thé fumante. Ah, on se met sous un petit plaid. On a aussi le langage familier au lecteur, la pile à lire, le côté un peu dark academia aussi, par la description des habits. Par exemple, Violette, elle a des habits vraiment très automnaux, avec une robe à carreaux, en velours. Voilà, quand on décrit les habits, c'est très important, le visuel est très, très bien fait. Mais je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, parce que du coup, toutes ces choses qui sont décrites, pendant ce temps-là, il ne se passe pas grand-chose. Au début, on a ce côté un petit peu à la Legend del Latte, où il ne se passe pas grand-chose, on est plus dans le décor. Le décor est très important. Je prends du temps pour expliquer ça, parce qu'en fait, on prend du temps dans le livre pour nous mettre dans cette ambiance. Donc moi, j'ai adoré ce côté-là, ce côté très, très, très accueillant de ce manoir et de ces jeunes filles d'ailleurs qu'on découvre. J'ai adoré cette amitié naissante. On ressent vraiment cette bienveillance, l'ouverture d'esprit de l'une de l'autre, cette écoute qu'elles ont l'une pour l'autre, c'est vraiment très agréable. Et donc, tout le côté maléfique et effrayant, etc., arrive à cause de l'entité. Il y a effectivement quelques petites incohérences par-ci, par-là. Moi, je trouve vraiment le truc principal, c'est que faire vivre des adolescentes très jeunes, comme ça, dans une maison toute seule, c'est pas très safe. Même s'ils ont des adultes qui viennent superviser de temps en temps, le fait qu'il n'y ait aucun adulte qui dorme avec elles, par exemple, je trouve ça un peu bizarre. Voilà, il y a des choses que je trouve un petit peu bizarres qui sont pas hyper crédibles. Il y a aussi des toutes petites choses. À un moment, il y en a une qui se fait mal. Donc, effectivement, il y a une peur, il y a un stress qui apparaît de plus en plus dans le livre. Et à un moment, il y en a une qui se fait mal, son poignet est tordu dans une position bizarre. Après, on n'en parle plus de son poignet, puis on l'en reparle. Et donc, moi, parfois, j'étais un peu perdue. Je me disais, tiens, mais en fait, son poignet, il n'était pas censé être retourné. Elle devrait être à l'hôpital, la fille. Mais non, pas du tout. On oublie. Et puis, ah oui, en fait, j'ai mal au poignet. Bah oui, moi, j'ai mal pour toi. Voilà, il y a des toutes petites incohérences qui, je vous l'avoue, ont été vite balayées par le plaisir que j'ai eu en fait d'être avec ces jeunes filles, avec cette histoire. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Surtout que si vous êtes lecteur, si vous aimez la littérature gothique, la littérature d'automne, la littérature de sorcellerie, vous allez aimer aussi, parce que ces jeunes filles vont toutes les quatre se consacrer à un travail de fin d'année lié à une autrice qu'elles aiment beaucoup. D'ailleurs, on ne parle pas d'auteur, on parle en général plutôt d'autrice. Et il y a notamment Lark qui veut étudier Shirley Jackson. Et c'est très drôle parce que j'étais vraiment bien dans cette lecture, parce que Lark, en fait, on est genre déjà dans le premier chapitre, Lark, elle est en train de lire Nous avons toujours vécu au château, que j'ai lu moi il y a 2 semaines. Et donc elle veut étudier Shirley Jackson, et donc voilà, chacune s'intéresse à un auteur, une autrice différente, et donc il y a des cours aussi, on suit les cours de littérature, et donc c'est hyper agréable si vous aimez la lecture, et on va parler de Daphné du Maurier. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, c'était très réconfortant. Maintenant, ce ne sera pas un immense coup de cœur, parce que pour moi, tout le côté mystique, le côté un peu sorcellerie, c'est pas ce que j'ai préféré. Déjà, de manière générale, moi, les entités, les planches Ouija et tout ça, c'est vraiment pas mon truc, c'est pas un truc qui me passionne. Forcément, c'est pas ce que j'ai préféré. Et puis tout le mystère qu'il y a, c'était pas un truc de fou, c'était assez prévisible, et c'est vraiment pas le côté effrayant qui m'a convaincue dans le livre, c'est plus justement ce côté très accueillant et englobant. C'est une lecture parfaite pour Halloween. Si cette semaine vous avez encore envie de vous lancer dans une lecture d'Halloween, parce que c'est la semaine parfaite, je peux vous la conseiller vraiment. Très contente de cette lecture, même si ce n'était pas un coup de cœur. Et alors, je me suis aussi lancée dans la lecture de Le Seuil de Dame Clearly, qui nous parle d'un enquêteur de police qui découvre un cadavre au début du récit, et enfin, on y va sur une scène de crime. Et en fait, pendant qu'il est sur la scène de crime, il reçoit un coup de fil de son ex-épouse qui lui dit que leur fille n'a pas manifesté de signes de vie, et effectivement Léa n'est pas de retour. Je ne sais pas où on va, j'aime bien, je vais me relancer dedans un petit peu aujourd'hui. Mon but est de terminer Le Seuil pour cette semaine de vlog et de commencer une autre lecture d'Halloween, et à mon avis ce sera ma lecture que je lirai le jour d'Halloween.
Je vous retrouve, nous sommes le 30 octobre, je viens de terminer ma lecture du Seuil de Tom Clearlake. J'ai 2 livres dont je dois vous parler, donc ce sont une réception, un livre que j'ai commencé, et puis je vais vous parler du livre que je vais lire pour le jour d'Halloween. Alors, je vais commencer quand même par ma lecture du Seuil de Tom Clearlake. Comment vous dire que ça n'aurait pas pu être un meilleur choix pour ce vlog d'Halloween, puisque Le Seuil, c'est un roman extrêmement sombre, je vous préviens. Alors, ce qui est très compliqué pour faire le résumé, c'est que la thématique principale du récit, l'élément d'ailleurs hyper original du récit, n'arrive qu'à la page 82, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu compliqué pour moi d'en faire le résumé parce que j'ai très envie de vous parler de cette thématique. Mais en même temps, elle arrive quand même assez tard. Bon, on est sur un roman de 520 pages, en fait, je pense pas que ce serait spoilé d'en parler, mais je peux comprendre que de ne pas savoir cette thématique peut être un atout, une petite surprise. Parce que moi, j'avais oublié que ce livre parlait de cette thématique. C'est pas forcément écrit dans le résumé. Et du coup, j'ai été surprise agréablement. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le résumé avant la page 82. Et puis, dans le time, je sais pas comment on dit, mais donc vous verrez dans la barre d'infos, un endroit où je vous parle de cette thématique et puis je vous dirai qu'en revenir si vous ne voulez pas en entendre parler. Je ferai un truc clair dans la barre d'infos et dans la séparation du temps sur ma vidéo. C'était pas français mais vous avez compris. Donc le résumé c'est que notre ami Bruno est un capitaine de police qui travaille à la police de Lyon, il me semble, et il arrive sur une enquête, on a découvert un cadavre dans un immeuble, et pendant cette enquête, pendant qu'il pose des questions justement aux éventuels témoins, il reçoit un coup de fil de son épouse, de son ex-épouse, qui lui dit « Léa, notre fille a disparu, est-ce que tu as une idée d'où elle est ?» Je ne l'ai pas vue depuis un moment, et lui dit « non, je ne sais pas où elle est, je pensais qu'elle était chez toi », et donc en fait on se rend compte que Léa a disparu. Et donc, notre ami Bruno, il n'a plus qu'une chose en tête, essayer de retrouver sa fille. Il se doute qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas normal, il est flic, il sait qu'il peut arriver tellement de choses horribles. Voilà, il se fait déjà plein de films et donc il va tout de suite, le plus vite possible, chercher des informations sur la disparition de sa fille. Et donc, pendant les 80 premières pages, on a vraiment toute cette partie où il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Alors, arrive la page 82, quelque chose comme ça. Là, je vous dis, si vous ne voulez pas savoir les thématiques, eh bien, de passer au temps suivant. Donc, arrive la page 82, où on suit tout d'un coup Léa. Léa qui écrit son journal intime et qui nous dit ce qu'elle fait. Et en fait, on se rend compte que Léa, elle a reçu une lettre l'invitant à un jeu de télé-réalité. Et elle a pour ordre, pour consigne, de n'en parler à personne. Enfin voilà, c'est quelque chose d'hyper confidentiel et donc le lieu où elle va est également confidentiel. Et donc on va suivre Léa dans son journal intime qui nous explique comment ça se passe. Donc elle arrive effectivement avec sa voiture dans un village. Elle va devoir prendre un bus avec d'autres candidats de cette fameuse télé-réalité et on va déjà lui demander de déposer son téléphone, donc elle peut plus l'utiliser. Léa, dès le début, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce jeu. Elle se sent pas très à l'aise et en fait, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est tout ça l'intérêt du livre. Voilà, nous arrivons au moment où je ne vais plus parler de la thématique en question puisque effectivement, je pense que ça peut être une chouette surprise pour ceux qui ne le savent pas. Alors, je vais vous dire vraiment tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai adoré d'ailleurs dans ce livre, et puis vous dire les petites choses qui m'ont qui ont un peu empêché que ce soit un coup de cœur. Parce que clairement, on est sur un roman d'une énorme efficacité. Déjà par sa structure, j'avais déjà trouvé ça dans le roman Sans retour de Tom Clearlake, mais ici je le trouve encore plus efficace. Par sa structure justement, on suit cet enquêteur et puis en fait vite on a le point de vue de Léa. D'avoir ce changement comme ça à cette page-là, ça devient hyper intéressant et puis il y a de temps en temps des changements, enfin bref, la structure est vraiment super chouette. Il n'y a pas de temps mort dans le livre, donc c'est un livre que tu ne peux pas lâcher, c'est hyper prenant. Autant dans Sans retour, je vous avais dit la même chose, il me semble, c'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans, je l'avais chroniqué en vlog. Autant dans Sans retour, il n'y avait pas de temps mort, mais je vous avais dit, je me souviens à l'époque, enfin j'ai re-regardé ma vidéo pour voir, à l'époque je vous avais dit qu'il y avait des petites longueurs, que c'était un petit peu trop long. Ici je trouve que le format, le nombre de pages, c'était parfait.
Au niveau du timing, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de longueur. C'est parfait, on ne s'ennuie pas pendant les 520 pages, vraiment. Je trouve que l'auteur a maîtrisé à merveille sa structure, sa narration, son rythme, très très efficace. Je trouve qu'il a tous les bons outils pour nous faire avancer. On est tout le temps scotché par ce qui se passe, surtout parce que je trouve que ce livre est d'une grande originalité. Alors en tout cas moi je n'avais pas lu de livre qui parlait de cette thématique. Je sais qu'il y en a un qui existe, mais je ne l'ai pas lu donc je ne pourrais pas le comparer. Mais cette thématique est super chouette, hyper glauque, hyper charbée et du coup permet plein d'horreurs possibles et imaginables. Franchement, j'ai adoré l'imagination de l'auteur d'un point de vue horreur. J'ai beaucoup aimé, il s'est lâché, il a pu en profiter. Vraiment, c'était super chouette. Donc vraiment, le gros point positif, c'est la narration, c'est la structure surtout, c'est l'histoire, l'originalité et le fait que c'était très prenant. Franchement, ce livre aurait pu être un coup de cœur s'il n'y avait pas eu les petites choses qui m'ont un petit peu déplu. Et ça, je l'avais déjà trouvé dans Sans retour. C'est notamment sa présentation des personnages. Autant Léa et Bruno, donc Bruno le père, Léa la fille, autant ces deux personnages sont vraiment chouettes. Je les ai fort appréciés. Autant la présentation des autres personnages qui sont importants dans le récit n'était pas suffisante pour moi. Je trouve qu'il manquait de densité. Ces autres personnages, je ne savais absolument pas à quoi ils ressemblaient. Et quand ils étaient décrits, je trouve que c'était avec beaucoup de clichés en fait. Et principalement, en fait, les clichés sont surtout présents chez les personnages féminins. Ça m'a un peu dérangée, je ne savais pas me les représenter. Il y avait juste ce regard un petit peu macho quand même sur les personnages féminins qui me dérangeait. Je ne savais pas si c'était le regard du héros et des héros qui voient ces personnages féminins ou si c'était le regard de l'auteur. Je ne savais pas trop dire, mais en tout cas, j'aimais pas trop la manière dont les personnages féminins étaient présentés, sauf Léa. Léa, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Autant les scènes horrifiques étaient vraiment réussies, autant de nouveau dans ce récit, l'auteur a réussi à nous mettre des scènes de fesses qui pour moi ne m'ont pas forcément plu. J'avais déjà trouvé ça dans l'autre roman. Je trouvais ça inutile en fait. Il y a une scène avec des personnages en plus qu'on s'en fout complètement d'eux et tout d'un coup on suit leurs ébats de manière assez crue, de manière assez vulgaire et je ne comprenais pas l'utilité de cette scène et je ne comprenais pas aussi l'utilité des réflexions de certains personnages. À un moment, tu as un personnage, alors qu'on est vraiment dans le stress, qui se dit « Tiens, cette femme que je viens de rencontrer ressemble à une ancienne prof. » Alors justement, j'avais des fantasmes sur cette prof et il commence à parler de ça. Pareil, j'avais parfois du mal à sentir si c'était vraiment l'auteur qui voulait nous montrer que c'était un personnage hyper macho et qui voit les femmes comme un morceau de viande, ou si c'était vraiment le cas. Enfin, il y a plusieurs moments, les descriptions autant de femmes et autant de scènes de fesses me semblaient un peu male gaze, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez compris. Il y a une scène aussi, voilà, entre deux personnages importants, une scène romantique et plus, qui ici est plus justement dans le sentimentalisme. Ici, on est moins dans le cru, mais pareil, dans cette scène-là, vous allez dire que je ne pense qu'à ça, mais non, parce que c'est les trucs qui m'ont fait un peu tiquer. Pareil, dans cette scène-là, de temps en temps, il y a une certaine vulgarité qui apparaissait alors qu'on était sur quelque chose quand même d'assez romantique. C'était une fusion entre deux personnages à un moment assez intense. Et puis tout d'un coup, dans la description de la scène, tu l'as, mais moi je sortais un petit peu de la scène. Je me dis, oula, certains mots en fait choisis dans cette scène-là m'ont déplu. Dans le choix des mots pour présenter les femmes, ne fût-ce qu'à un moment, il parle d'une femme en tant que plante. Il dit, c'est une belle plante ou un truc comme ça. J'étais là, ok, pourquoi es-tu obligé de présenter une femme comme un végétal? Je ne sais pas. C'était dommage. Et deuxième petite chose, ça m'a beaucoup moins dérangée, mais je le dis quand même, comme ça vous le savez, il y a des petites choses qui manquent parfois de cohérence. Ne fût-ce que la situation, en fait, ce qui se passe, je me dis que c'est pas possible. En fait, dans la vraie vie, c'est pas possible pour plusieurs raisons. Je ne peux pas développer justement parce que je veux pas vous dire la thématique, mais ce qui se passe vraiment, normalement, dans la vraie vie, ça pourrait pas se passer comme ça. La fin, pareil. Pour un personnage, il y a une fin, une telle destinée, tu te dis c'est pas possible dans la vraie vie que ça termine comme ça pour lui. C'est des petites choses qui en soi m'ont pas dérangé, mais je tenais quand même à vous le dire si vous êtes vraiment des addicts
à la crédibilité, parce que je pense à toi, Elysiane, si tu passes par là, ça va t'énerver, vraiment, ça va t'énerver ces petits trucs de crédibilité. Voilà, c'est tout, mais sinon, globalement, très très chouette lecture. Malgré les choses qui m'ont dérangée, mais que je tenais quand même à vous préciser parce que c'est quand même important. Alors, je me suis aussi lancée dans une lecture graphique que je n'aurai pas le temps de terminer aujourd'hui pour ce vlog, tout simplement parce que je suis voilà, à 100 à l'heure, là, je n'ai pas le temps de lire aujourd'hui, donc je le reprendrai demain, à mon avis, pour la journée d'Halloween, et donc je ne vloguerai pas. Il s'agit de Mooncakes, que j'ai commencé, qui a l'air très très mignon, mais je suis vraiment à la page 17, donc je ne peux rien vous en dire, à part que les dessins sont super mignons. Je suis très contente donc d'avoir terminé ce livre, d'avoir terminé 2 livres dans ce petit vlog, c'est chouette. Demain, pour ma journée d'Halloween, je vais donc essayer de continuer et terminer Mooncakes. Je vais commencer Les Sorcières de Lille, qui est la donc réception que j'ai... voilà, je voulais absolument voir ce livre aux environs d'Halloween. C'est parfait, Les Sorcières de Lille. Et c'est écrit par Floriane Soulas, c'est illustré, je pense, par Kali. Et c'est dans la collection Inari de Robert Laffont. Donc je pense que c'est le 2e livre qui est sorti dans cette collection, celle qui a fait les bonbons pamplemousse. Et comment vous dire qu'après les bonbons pamplemousse qui étaient extraordinaires, à mon avis, je vais adorer Les Sorcières de Lille. J'ai trop hâte, ça a l'air trop chouette. Et ma lecture d'Halloween, bon, je vous présente plein de livres pour Halloween comme si la journée durait 5 jours, mais j'ai très envie de me lancer dans la lecture de Starling House. J'ai vraiment envie que ce soit ma lecture d'Halloween. Je pensais d'abord aux Sœurs Hollow, Sister Hollow, les Sœurs Hollow, mais j'ai vraiment envie de lire celui-là. Je l'ai acheté en plus plein pot, vraiment spécialement pour... Je dis toujours plein beau parce que souvent j'achète les livres en seconde main, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Et donc j'ai très envie de le lire pour Halloween, donc je vais le commencer peut-être ce soir, j'ai hâte. Je suis un petit peu déçue au mois d'octobre de ne pas avoir pris le temps, de ne pas avoir eu le temps de lire Les Lunes froides sur Babylone, mais je vais essayer de le mettre dans mon Black November. À ce propos, je vais filmer là à l'instant ma pile à lire du Black November que je vais publier sous forme de short. Donc de petits réels qui sera sur Instagram, sur YouTube, donc ici vous verrez aussi sur YouTube, et qui sera probablement sur TikTok un peu plus tard. Voilà, donc je vais vous présenter toute ma pile à lire du Black November, comment vous dire que j'ai hâte. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo d'Halloween, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fête d'Halloween, si vous le fêtez bien évidemment, si vous ne le fêtez pas, je vous souhaite une bonne journée tout simplement. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute les favoris d'Ouyen. Gros bisous, à bientôt!